Bonjour Michel. Bonjour. Vous avez un parcours atypique. Vous avez commencé comme consultant, puis vous avez créé votre propre boîte de conseil en stratégie, en organisation, et ensuite vous êtes devenu président et actionnaire d'une très belle entreprise purement industrielle. Est-ce que vous Exactement. pouvez nous expliquer un peu ce parcours atypique avant qu'on plonge dans le succès entrepreneurial de Bronze Alloy, l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui? Déjà, le conseil, c'est une formidable école de vie, une formidable école d'apprentissage. J'ai eu la chance de travailler avec des gens exceptionnels, qui sont d'ailleurs pour certains toujours à mes côtés. D'accord? À la fois, certains travaillent avec moi, mais j'ai toujours d'ailleurs certains d'entre eux qui sont mes conseillers, même s'ils ont plus de 70 ans, pour D'accord? certains avec l'expérience. Donc, il y a eu le conseil. Effectivement, à un moment donné, on a eu envie de faire du conseil dans une forme peut-être un peu différente. Donc c'est le Après passage avoir, de Beauzalène et Até-Carnet à une entreprise que vous avez créée de conseil. oui, Donc là, vous, première expérience entrepreneuriale. Comment exactement. s'appelait-elle? C'était quoi son objectif? Alors, très rapidement, dans les grands cabinets de conseil dont vous venez de parler, on travaille essentiellement pour des grands groupes, des PDG importants, etc. Et il m'a semblé que c'était important d'essayer de trouver un système de conseil plutôt pour les grosses PME ou les petites ETI. Et d'ailleurs, j'ai été soutenu, et je leur rends hommage, dans cette démarche par Até-Kearney, qui a compris que ce n'était pas du tout leur marché. Ils Et ont ils m'ont essaimé. aidé. Et ils m'ont aidé. Oui, les premiers moments de démarrage d'entreprise, on a travaillé ensemble sur différents dossiers. Ils m'ont donné des vrais coups de main. Et au fur et à mesure du temps, effectivement, on s'est rendu compte que c'était fondamental de travailler pour les PME et les ETI, sauf qu'il fallait une promesse très concrète. Et Alors, donc là, la boîte s'appelle 624. 4 consulting, oui, C'est quoi 6 624? mois, 6 à 24 mois pour améliorer les bidas, 6 à 24 semaines pour améliorer le cash. Parce qu'il fallait du très concret, de l'efficace, du très rapide. Parce que les dirigeants de PME et de TI déjà regardent le conseil avec un peu de distance. Et il fallait donc qu'ils soient convaincus par des choses très très concrètes, par des résultats très concrets. On a changé un peu d'aventure, on est passé du métier de conseil à un métier d'entrepreneur. Et ça, c'était 2007, je crois. La société de conseil a démarré en 2000 et en 2005, on a commencé à travailler pour une société qui s'appelait, parce qu'on vient de lui faire changer de nom, Le Bons Industriels. Et en 2006, on l'a racheté. 2006. 2006 et 2007 et 2008, vous en prenez la présidence, puis la direction générale. Donc 60 millions de 2007, un peu la ligne de flottaison, Oui, avec un effondrement lié à la crise, on est baisse de passé à commande, 40 millions en 2009. 40 millions en 2009. Mais aujourd'hui, vous êtes à 250 millions. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté quoi comme épisode? On ne s'est pas endormi sur nos lauriers. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu la crise a été un révélateur de plein de choses. Deux éléments majeurs, c'est qu'on s'est rendu compte quand même de la résilience de l'entreprise, puisque malgré une crise monumentale, on a réussi à faire 3 millions d'EBITDA en 2009. Donc dès 2010, on a réussi à faire 10 millions d'EBITDA, 2010-2011, voilà. Et on a vu en plus qu'on était capable de mieux comprendre notre métier et capable de se rendre compte qu'il fallait absolument se lancer dans une diversification. Notre point numéro un dans l'innovation, mais je pense que pour d'autres aussi, c'est que quand on commence à libérer les énergies autour de l'innovation, le risque numéro un, c'est d'en avoir trop. Donc attention d'avoir trop d'innovation. Trop d'innovation tue l'innovation. C'est Oui. peut-être un peu disruptif ce que je dis, Non, non, je mais comprends. tranquille sur l'innovation. Et en même temps, vous me dites, il faut mettre le paquet sur les innovations long-termistes. En tout cas, quand on fait des trucs structurants, il ne faut pas y aller avec le petit dos de la cuillère. Exactement. Donc, nous, on a fait le point de toutes nos innovations un peu structurantes. On avait une cinquantaine. Too much. Donc là, on vient de décider de se limiter à une dizaine. D'accord. Mais chacune, pour être l'équivalent, doit pouvoir modifier quelque chose de fondamental dans au moins un de nos sites. D'accord. Donc ça veut dire, y compris, vous commencez à focaliser L'outil les énergies. industriel. Voilà. On commence à focaliser l'énergie. Parce que l'innovation, surtout quand vous n'êtes pas poussé par un timing très précis, ça peut s'étaler. En plus, quand vous commencez une recherche, quand vous commencez à avancer, vous savez quand vous démarrez, vous ne savez pas toujours quand ça se termine. Et on en est à un stade où on commence à faire évoluer notre réflexion d'organisation pour qu'elle s'adapte à cette innovation lourde.
Mais dès que vous voulez faire une innovation lourde, et vous avez plusieurs sites ou plusieurs entités, eh ben, il faut bien faire travailler plusieurs groupes ensemble. Il faut être soutenu par la finance, le marketing, le commercial, il faut être soutenu par peut-être le juridique pour La les qualité, brevets. il faut être soutenu par les techniciens, par les labos, il faut travailler énormément avec des extérieurs. Donc ça oblige à faire travailler beaucoup d'éléments de l'entreprise ensemble. L'innovation ouverte et même au-delà de l'entreprise. Exactement. Ah bah oui. Quand vous êtes une ETI, il faut arrêter de rêver. Hein. Enfin, de notre taille, on ne fait pas ça tout seul. Hein. Il faut C'est faire bosser le bilan du client aussi. un petit peu, mais il faut surtout aller chercher dans les universités, dans les centres de recherche, des gens qui ont une imagination et qui ont une compétence énorme, et il faut les fédérer. Ça, c'est une force aussi autour de l'innovation, en tout cas l'innovation technique et l'innovation produit. Sur l'innovation, peut-être un exemple concret de satisfaction où vous avez lancé un alliage, une méthode, et où aujourd'hui c'est X millions de chiffre d'affaires quelques jours, quelques mois, quelques trimestres, quelques années plus tard. Alors, pour l'instant, j'ai très peu d'exemples où j'en suis là, D'accord. pour l'innovation lourde. Mais un, ça me suffit. Oui, dans les moteurs électriques. Dans les moteurs électriques. On est sans doute un des leaders mondiaux de pièces essentielles d'une certaine forme de moteur électrique. D'accord. Donc là, on voit bien les choses apparaître. Donc ça, c'est une vraie satisfaction et ça s'est fait très vite avec une société célèbre. Tesla ou Renault? Avec une société célèbre. Et, NDA, confidentiel. Voilà. Et donc, c'est assez extraordinaire. Mais là, on était poussé par le timing, par l'entreprise, etc. Et puis, il y a un autre domaine où on s'amuse beaucoup. C'est un vrai plaisir. C'est qu'on pense qu'on a trouvé une technologie qui serait plus efficace dans certains cas de figure que l'impression 3D. D'accord. Et, ah oui, donc disruption par rapport à la métatrend véhicule électrique, voiture hybride ou électrique. Disruption par rapport à l'impression 3D. Ouais. C'est des vraies batailles, quoi. C'est des vrais méga marchés. Ouais. Et là, on voit un certain nombre de grands clients qui sont absolument perturbés positivement, hein, et qui se disent, oh là là, on va essayer, et notamment dans des domaines où il y a des besoins. D'accord. Il y a aussi un autre domaine où on voit des choses avancer très vite, et là j'espère qu'on va réussir dans les mois à venir à amener quelque chose sur le marché. C'est dans les alliages, vous avez des éléments qui viennent par exemple de zones de guerre, où vous avez des éléments nocifs. En fait, pour nous, tous ces éléments environnementaux, c'est plutôt une opportunité hein, de trouver des choses différentes. Ça force tout le monde à bouger à condition que ce soit une réaction mondiale. Hein. D'accord. Donc, par exemple, il y a des alliages qui utilisent beaucoup de beryllium. Le beryllium, c'est pas terrible. C'est très nocif. Et donc, là, on est en train d'inventer des alliages non nocifs qui, effectivement, vont pouvoir apporter des choses sur un marché qui est en centaines de millions d'euros, plutôt proche d'1 milliard. Et nous, on pense qu'on peut être une des 2 ou 3 sociétés dans le monde qui vont apporter une réponse qui permettront de se substituer à ça. D'accord. Aujourd'hui, si vous n'utilisez pas le cuivre beryllium, vous n'avez plus d'avion. Vous êtes obligé de l'utiliser. Donc il va falloir travailler sur la transition matérielle, voilà. Pas la transition énergétique, c'est la transition des matériaux. Voilà. Donc il y a des domaines où en fait on essaye de réduire l'usage de métaux nocifs. Il y a des domaines où on va essayer d'apporter un appui à la transition énergétique. On a aussi un autre domaine où on avance beaucoup, c'est la miniaturisation. Oui, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais sur votre table, vous avez 2 produits. Le téléphone. Et le stylo. Donc dans le téléphone, il y a une petite caméra. Il y a certains petits éléments de la petite caméra où on utilise des alliages qui viennent de la région parisienne, mais c'est produit. Vous avez réussi à vous infiltrer dans mon Samsung. Voilà. Une ETI française, c'est incroyable. Probablement. Je ne suis pas sûr à 1000%, mais vu vu qu'on travaille pour des sociétés chinoises, on rapporte ces alliages et qu'on sait qu'elles sont dans ces métiers-là et qu'elles ont une très forte part de marché mondial, c'est clair. Par contre, là où je suis sûr, c'est que sur votre stylo, vous avez le bout du stylo est soutenu, toute la pointe, par un petit élément. Et comme on a 50% de part de marché mondial, il y a beaucoup de chances que vos stylos
vient, D'accord. il y a un petit morceau de votre stylo qui vient d'une de nos fonderies. Donc, Merci pourquoi alors, merci. pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que je parle aussi d'accompagner dans la miniaturisation D'accord. et la réduction de De friction, de et perte d'énergie. oui, la réduction de l'usage des métaux Mm. en volume Ouais. pour économiser, parce que Ouais. ça fait partie aussi de tous ces éléments-là. Mm. On recycle énormément. On peut dire que 90% de ce que l'on fond est issu de métaux qu'on recycle. D'accord. Et très peu venant des mines. Très, D'accord. très, très peu. Et on essaye de travailler énormément Sur à matériaux économiser les matériaux aussi. D'accord. Donc, vous voyez, les domaines d'innovation sont Oui. très larges. Donc ça fait que l'avion est moins lourd, que le téléphone est moins lourd, et que la conductivité reste la même, ou le bénéfice produit reste le même, voire est amélioré. Exactement. Et que vous avez dépensé un peu moins d'argent en matériaux à l'achat. Oui. Pour vous, pour le client. Peut-être sur l'innovation, peut-être un mot sur les brevets. Est-ce que vous avez un portefeuille de brevets important, croissant? Quelle est votre stratégie pour défendre la propriété intellectuelle? Est-ce que c'est notamment par rapport aux industriels chinois ou émergents, ou allemands, qui sont forts aussi? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous mettez l'accent? Alors, des brevets, on n'en a pas beaucoup. On commence à en déposer certains. Vous préférez les secrets de fabrique que Oui. la brevetabilité? Oui. D'accord. Alors, dans certains cas, on est obligé de déposer des brevets, et notamment quand vous avez des innovations où vous pouvez plus facilement être copié sans un énorme secret industriel. Mhm. Là, vous êtes obligé. D'accord. Mais, Si le produit est rétro-ingénierable, il faut vous breveter. Oui. D'accord. mais dès que c'est un C'est- savoir-faire industriel, vivons heureux, vivons cachés. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, le principe, c'est que on travaille 4 ans, et à la Ouais. 4e année, On on pense. commence à réfléchir C'est un autrement. process d'1 an pour... Et c'est notre réussite. D'accord. Ça fait donc, on l'a fait une première fois, on l'a refait en 2011-2012, on a recommencé le processus en 2017-2018, là notre BP 2025 est fait, donc on s'organise pour le faire, et on s'est lancé dans toute une réflexion. Donc, je m'oppose assez formellement à opposer temps long et temps court. D'accord. Il faut les combiner. D'accord. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est clair que tous les fonds recherchent un rendement, mais il faut voir s'ils le cherchent à tout prix ou s'ils le cherchent en étant constructif et en appuyant l'équipe. D'accord. Et effectivement, quand on écoute, quand on se parle entre entrepreneurs, on se fait une assez bonne opinion. C'est vrai que les fonds se connaissent, mais les entrepreneurs se connaissent aussi. Donc, Ouais. il y a un Un équilibre. contre-pouvoir. Ça s'équilibre assez bien. D'accord. C'est clair que là aussi, je trouve qu'il y a quand même 3 grandes familles d'acteurs en France qui sont absolument intéressantes et qu'on n'a pas forcément aussi à l'international de la même manière. Il y a effectivement les banques traditionnelles D'accord. qui, eux, vont raisonner sur des périodes, et on voit bien la durée de prêt, etc., de 5 ans, mais ça renouvelle. Quand vous Si on achetez file une les certaine- flux. Mais ça renouvelle. Ça renouvelle. Vous avez les fonds obligataires qui prennent de plus en plus de place et qui sont absolument passionnants. Il ne faut jamais oublier que pour un fonds obligataire, sauf quand ils font des très gros tickets, mais par rapport à des ETI, le pire pour eux, quelque part, c'est de mettre une seule fois de l'argent dans une entreprise, parce qu'ils ont tous les frais d'acquisition, de compréhension de l'entreprise et d'analyse. Puis ils placent une fois, je ne sais pas, 5 millions pendant... Enfin, vous faites le compte, vu ce qu'ils doivent rendre aux investisseurs, ils ne peuvent pas gagner d'argent. Et donc, les fonds obligataires ont tout intérêt, et il faut bien qu'on le comprenne, de développer une relation dans la durée avec les entreprises dans lesquelles ils sont. D'accord. Et donc, eux peuvent placer un peu plus long que les banques et sont souvent, quand on a un bon projet, quand on est en croissance, les premiers à vous dire, si tu as besoin de moi, viens me voir. Et ils complètent, même si c'est un peu plus cher, et c'est normal, parce que... Ils donnent de la liquidité et à long puis terme. puis mettre le cash immédiatement. Il y a une combinaison qui se fait avec les banques, etc. Donc, vous avez les obligataires qui sont un outil absolument formidable et intéressant. Et vous avez BPI France qui a des produits comme les prêts participatifs
qui sont souvent 2 ans sans remboursement jusqu'à 7 ans, voire plus long, et qui sont encore sur une durée plus longue, et qui sont un outil absolument majeur dans le financement d'une ETI. C'est la combinaison des trois qu'il faut faire vivre. D'accord. Et il faut que les 3 types d'équipes se connaissent et s'entendent bien et se comprennent. Donc nous, quand on peut, on essaye de réunir une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Pour les synchroniser. Au minimum, on leur présente notre plan stratégique. On essaye de... Quand on fait des visites d'usines, on essaye de les inviter. Il faut véritablement considérer que pour développer une ETI, une grosse PME et la passer en ETI, il faut un groupe de financeurs qui sont à l'aise avec votre projet, qui vous connaissent, mais il faut aussi qu'ils puissent se passer d'une équipe à l'autre, parce que les gens vont bouger. D'accord. Et je dirais qu'à la limite, c'est une bonne chose que ça passe d'une équipe à l'autre, parce que ça veut dire que la relation est solide, et elle peut être dans la durée. Mais quand vous êtes une industrie qui bouge beaucoup et qui est dans l'innovation, nous on recrute assez facilement des jeunes de qualité, des cadres de qualité, parce que ils voient une perspective, ils voient un avenir. Dans une entreprise de croissance, comment est-ce qu'on fait que l'équipe RH, direction ressources humaines, mais aussi peut-être l'encadrement, passe d'une fonction de management des entrants, des sortants, à une fonction de leadership, faire grandir les autres? Déjà, il faut avoir un projet d'entreprise qui fait qu'effectivement, vous pouvez faire rentrer notamment des jeunes ou des cadres qui ont envie de participer à la croissance d'une entreprise. Et si vous pilotez bien les choses, vous pouvez arriver à recruter, alors que pour l'instant, je vois un certain nombre des confrères qui ont du mal à recruter. Une dernière question sur ces problématiques de court terme et de long terme. Alors, j'ai envie de commencer par une boutade et puis ensuite vous demander ce que vous pensez d'un acteur innovant qui vient de se lancer, qui est Généo. D'abord, la boutade. Vous avez créé 6-24 Consulting, donc 6 à 24 mois pour améliorer l'EBITDA, mais avant ça, 6 à 24 mois pour améliorer les circuits cash. 6 à 24 semaines pour les cash. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que, si vous me permettez d'être un peu provocateur, c'est qu'avec Bronze Alloy, vous avez un troisième 6-24. 6 ans, le temps court, 24 ans, le temps long. Vous n'êtes pas provocateur, vous avez bien analysé les choses. Effectivement, c'est ça. C'est 5-6 ans un BP. En tout cas, un BP, il faut se le mettre, une vision dans nos métiers. 6 ans, mais il faut avoir en tête qu'il y a autre chose après les 6 ans. Et donc, vous avez totalement raison. Généo, un fonds d'investissement qui s'est créé, Généo Capital Entrepreneur, veut disrupter l'industrie du private equity, l'industrie du capital investissement et en particulier l'industrie du capital développement. Est-ce que vous avez entendu parler de cette approche? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la bonne approche? Alors, j'en ai assez bien entendu parler, puisque les 2 fondateurs ont eu la gentillesse de nous réunir, et j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec eux sur ce besoin. D'accord. Alors, à la fois, le terme disrupter, il est très bien, mais je pense aussi qu'il faut utiliser le terme compléter, que BPI ne pouvait en aucun cas être un concurrent des banques, mais un complément. Un complément. Et on voit le succès immense de cette notion, et je peux vous dire encore, parce qu'on est en train de travailler sur un certain nombre de dossiers de refinancement pour accompagner la croissance, je vois bien que comme BPI va s'impliquer dans le financement de l'entreprise, eh bien les autres banques trouvent ça très positif et poussent même à ce qu'il n'y a pas de cannibalisation. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de cannibalisation. Et je pense que Généo va être, pour les autres fonds d'investissement, un super outil à la fois pour faire éventuellement du cofinancement, mais quand les entreprises auront une certaine taille, il faudra bien trouver d'autres investisseurs qui auront aussi la capacité d'accompagner l'entreprise. Donc, la notion du temps long et du temps court, des compléments, pour moi, est quelque chose d'absolument essentiel. Merci beaucoup, c'était passionnant. Avec plaisir.